Donc moi, c'est Seydi Ababakar Ndiaye, secrétaire général du syndicat autonome d'enseignement supérieur, plus connu sous le nom de SAES. Je crois que le président de la République, à un moment donné, est arrivé et a trouvé, c'est vrai, ça c'est un constat général, que le système d'enseignement supérieur est aujourd'hui dans une crise profonde. Ceux sur quoi nous ne sommes pas d'accord avec les autres, c'est vrai qu'il y a une crise, mais vouloir maintenant dire que cette crise-là, le SAES en est comptable, c'est ça que nous réfutons. Parce que quand même, je tiens à rappeler que le SAES a 27 ans d'existence aujourd'hui. Et que durant ces 27 ans, nous n'avons commis que 6 graves. 6. Donc comment peut-on imputer cette situation au SAES? Non, je crois que c'est le manque de prévoyance et de planification des régimes successifs qui amène la situation. Parce que quand même, on ne peut pas investir un maximum de choses au niveau des autres ordres d'enseignement, du préscolaire jusqu'au moyen secondaire, et après mettre comme une sorte de mur, et tout d'un coup, on a une sorte d'invasion des gens qui tombent de l'autre côté, c'est-à-dire l'enseignement supérieur. Donc c'est ça qui a amené le problème. Et donc, et aussi combiné au fait aussi que pendant 5-6 ans, toutes les infrastructures ont été arrêtées. Rien de nouveau pratiquement n'a été construit. Pendant que le flux de bacheliers ne faisait qu'augmenter. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on est à 35 000. Peut-être que dans 2 mois, 3 mois, on sera à 40 000 bacheliers. C'est pour ça qu'ils commencent à parler de virtuel. Mais tout cela, virtuel, c'est dans des pays où l'enseignement présentiel est déjà réglé et codifié et tout. Et c'est seulement en appui que ça vient. Mais ça ne peut pas être un supplétif. C'est ça la question. Maintenant, trouver les moyens et les réflexions, mais le SAES l'a toujours fait. Par exemple, mais le SAES, dernièrement, en octobre passé, le 23 octobre précisément, mais nous avons fait un atelier sur le baccalauréat. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, le taux d'échec, il est tellement important aujourd'hui à l'université qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, certainement qu'il y a un lien avec le profil des bacheliers. Et qu'il fallait ségréguer, entre guillemets, disons, ces bacheliers-là, pour bien voir, finalement, est-ce qu'il y en a certains qui ne devraient pas faire une formation, par exemple, Bac plus 2, ainsi de suite. Et nous avons parlé aussi des lycées donc, professionnels, des lycées techniques, etc. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les sureffectifs viennent du fait, non pas que les étudiants veulent aller le plus haut possible, comme il a répété le président d'ailleurs, mais c'est un constat, mais vient du fait que les étudiants ont peur de sortir et se trouver dans la rue. Parce qu'ils proviennent de familles extrêmement pauvres la plupart du temps, je le répète. Et donc un étudiant qui sort sans être sûr d'avoir un emploi, mais il crée un problème. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants, avec même ces petites bourses qu'on leur donne, parviennent à économiser, à se débrouiller en tout cas, pour aider leurs propres parents. Quand ils vont en vacances, mais on les voit. Quand tu vois les bus qui attendent, vous voyez qu'ils ont des denrées de première nécessité qu'ils amènent à leurs parents. Donc je crois qu'on ne peut pas dissocier les étudiants du milieu dont ils proviennent. Vous comprenez? Donc si on veut analyser les choses de cette façon-là, ça veut dire considérer, disons, l'enseignement supérieur ou bien les universités comme un îlot dans ce pays, mais on se trompe dès le départ. C'est pour ça que dire, par exemple, qu'on va faire payer aux étudiants 150 000, 200 000, ça, c'est une chimère. Il est clair, et nous l'avons déjà dit nous aussi, qu'il est évident que les étudiants payent trop peu. C'est-à-dire les frais, pas payer trop peu, mais disons que les frais d'inscription sont ridicules. D'ailleurs, les étudiants le comprennent, hein, parce que dans beaucoup de facultés maintenant, ils payent ce qu'ils appellent des inscriptions pédagogiques, c'est-à-dire, par exemple, des fois 10 000 francs de plus. Mais même si on arrive à ce qu'ils proposent, vous faites même un calcul simple, vous vous rendez compte que même ça ne peut pas régler la question. Même si vous preniez 100 000 étudiants et que vous leur faites payer 200 000, vous voyez ce que ça fait? Ça fait à peine 20 milliards. À peine. Et ce n'est pas ça qui va régler les problèmes de l'université, de toutes les universités. Donc, il faut quand même que les entreprises qui vont être de plus en plus présentes, même dans les constantes de prestations qui sont dans les universités, il faut qu'elles soient aussi là pour accompagner aussi les étudiants pendant leurs études, comme ça se fait en France, comme ça se fait partout. Et les banques aussi, qui sont là en train de thésauriser de l'argent, mais doivent, avec une garantie de l'État, pouvoir aider aussi les étudiants durant leurs études. Mais on ne peut pas demander aux étudiants eux-mêmes de payer, ils ne peuvent pas le faire. C'est ça la question. On pourrait voir, par exemple, je dis comme ça de façon grossièrement, par exemple, ceux qui sont passés au premier tour doivent être obligatoirement, dans la limite des places disponibles, être admis là où ils demandent.
pourvu qu'ils rencontrent les critères définis par les départements où ils veulent aller. Ceux qui ont des notes qui ont été repêchés, mais qui n'étaient pas trop loin de la moyenne, on peut examiner leur cas. Et si c'est nécessaire, comme par exemple le professeur Libas Diop l'a proposé par exemple, de leur faire une sorte d'année de remise à niveau. Et après, ils reviennent faire les tests l'année suivante pour maintenant intégrer là où ils devaient aller, pour faire des compléments. Il y a d'autres maintenant, c'est clair, il faut les mettre carrément dans des filières professionnalisantes courtes pour qu'ils aient travaillé. Ceux qui sont atteints par exemple la limite d'âge, enfin, je ne parle pas de 23 ans, ça c'est déjà absurde. Il ne faut pas être manichéen comme ça. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut mettre des garde-fous. Mais quelqu'un qui a 23 ans et qui a eu son bac haut la main, mais on le met. Ce serait absurde de lui opposer la limite d'âge pour le mettre dehors. Non, ça n'a pas de sens, je veux dire. Mais je parle surtout des gens qui sont quand même très vieux. Il y a des gens qui ont fait le bac, en tout cas libre, parce qu'ils ont 30 ans plus, etc. Quand on dépasse déjà 25 ans, c'est difficile de faire des études longues. Donc tout ça, c'est des éléments dont nous devons tenir compte pour avancer. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas la faute aussi des bacheliers. Tous les régimes, je le répète, successifs, ont réduit l'offre d'enseignement supérieur aux 5 universités. Donc les étudiants se disent, on a le bac, on va à l'enseignement supérieur, c'est les universités, c'est tout. Et c'est malheureux, ce raisonnement. Mais il revient au gouvernement de rectifier en mettant, je crois qu'ils sont en train de faire, mais ce n'est pas assez vite. Il n'y a qu'un seul ISEP qui est ISEP, pour le moment, qui n'est même pas encore construit. C'est celui de Thiès. Or, il faut une politique hardie de construire des infrastructures. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord avec le professeur Diagne quand il dit qu'on ne peut pas suivre le rythme. Non. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Il n'y a pas d'autre solution. Ou bien on dit qu'on n'a plus envie de faire ça, on le dit. Mais il faut être clair. On ne peut pas dire cela et dire maintenant, tout de suite après, quand il dit après, on fait le virtuel. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire on arrête de construire, on fait maintenant du virtuel. Les gens mettent des cours en ligne, les envoient à les étudiants. Mais même ça, il faut déjà quelque chose qui soit en place. Je veux dire, il faut déjà que... Mais non seulement ça, la formation même des formateurs, mais en plus aussi la fourniture d'électricité. Ou alors trouver des méthodes alternatives, avec le solaire, et ainsi de suite. Mais tout ça, ce n'est pas encore là. Vous comprenez? Donc il y a tout un ensemble de choses avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas importer comme ça des modèles, venir les apposer sans être dans les mêmes conditions, ou bien dans les conditions minimales d'opérationnalisation de cela. C'est simplement ça, c'est tout. Nous, quand on parle, c'est pour alerter. Ce n'est pas pour souhaiter que les choses tombent à l'eau. Non, ça n'a aucun sens. Mais nous sommes dans l'enseignement supérieur depuis. Mais ne serait-ce que par le fait que ça ne gagne pas. Nous avons intérêt à approcher ce système-là. Mais nos enfants également sont là. Et d'ailleurs, c'est notre passion. Nous, quand on est en enseignement, on est passionnés. On ne fait que ça. Tout le temps. Donc, personne ne peut nous soupçonner véritablement de critiquer pour critiquer. Non. Nos critiques, elles sont objectives. Elles sont constructives. Elles précèdent même tout cela. Et tout le monde le sait. Et c'est des documents qui existent. C'est-à-dire, on ne parle pas, nous, encore une fois, nous ne sommes pas dans le domaine des rêves, de l'imaginaire et de la fantasmagorie. Quoi. Voilà, nous, on est dans le réel, dans la pratique, dans le concret.